Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle web émission Et voilà. Et voilà, c'est votre rendez-vous éco-responsable, bon pour l'humain, pour l'économie et pour la planète. Nous sommes aujourd'hui en public, ici au Chêne Pointu, qui est un bâtiment logistique consacré à l'activité retail du groupe Tipco. Pour ce nouveau numéro, 2 épisodes consacrés autour des nouveaux modèles économiques. Alors, accrochez-vous bien puisque nous sommes accompagnés de 2 invités inspirants et inspirés qui ponctueront cette web émission d'exemples concrets autour de ces nouveaux modèles. J'espère que vous êtes bien installés parce que là, on va faire un vrai pas de côté. Et voilà, c'est parti! Je vous propose de remettre en cause notre vision du progrès et des modèles d'affaires établis. En évitant d'entrer dans une vision trop dogmatique, politique ou idéologique, on constate que le modèle de croissance infinie touche ses limites. Les scientifiques sont à peu près tous d'accord pour dire que dans un environnement où les ressources naturelles sont limitées, une croissance illimitée est impossible. Nous évoluons dans ce monde qui apprend progressivement et qui prend conscience que des transitions et des nouveaux modèles sont possibles. Alors dans ces épisodes, nous allons revisiter notre vision d'une croissance dite accumulative, où la notion de volume est mise en avant. Nous vous proposons d'entrer dans une croissance dite à impact positif. Et comment changer ce paradigme ? Eh bien, des entreprises progressent. Tipco en est un exemple autour de l'éco-responsabilité et on constate que de vraies évolutions et de vraies innovations sont aujourd'hui observées sur le marché. Dans ce triptyque qui regroupe l'économie, l'humain et la planète, on voit que la planète et l'humain ont pris une part prépondérante dans ces nouveaux modèles. L'économie, qui vient chercher la notion de revenu, est beaucoup plus sensible. Pour discuter de ces nouveaux modèles, je suis accompagné de 2 invités. Luc Teirlinck. Bonjour Luc et bienvenue. Bonjour Johan, merci. Et Franck Sprecher. Bonjour Franck. Bonjour. Et bienvenue. Avec ces 2 invités, nous allons questionner 3 grandes thématiques. La première, autour des nouveaux modèles économiques. De quoi parlons-nous exactement ? Puis nous rentrerons dans le comment. Tiens, comment pouvons-nous rentrer ? Comment pouvez-vous intégrer ce nouveau modèle économique ? Et puis nous terminerons par quelques exemples concrets et surtout des conseils qui vous permettront peut-être de découvrir ces nouveaux environnements. Messieurs, bienvenue. Alors, je vous propose peut-être déjà qu'on fasse connaissance ensemble et connaissance avec nos auditeurs. Luc, en quelques mots, tu peux te présenter ? Avec plaisir. Merci pour l'invitation à Tipco. Merci Johan. Luc, 55 ans. Je suis l'heureux père des 3 plus merveilleux enfants du monde. Les vôtres sont 2e, donc Martin, Juliette et Pauline. Et je suis obligé d'en parler, sans ça mes enfants fuguent en fait, si je ne profite pas des moments où j'ai une audience pour parler d'eux. Je suis rentré chez Decathlon en septembre 2019 et Decathlon est pour ainsi dire la première entreprise pour laquelle je travaille. Pas que j'étais en vacances jusqu'en septembre 2019, mais en sortant de mes études, j'ai travaillé pendant quelques mois pour une autre entreprise et entre cette entreprise et Decathlon, j'ai eu mes boîtes jusqu'au jour où après 15 ans de thérapie, j'ai compris que je n'étais pas au plus un chef d'entreprise. Et en parallèle à cette prise de conscience, je rencontrais régulièrement les dirigeants de Decathlon en Belgique et ils me parlaient également de l'approche managériale de Decathlon. Et un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le CIO belge en lui disant « Faustino, je vais venir travailler chez vous ». Et il m'a dit « Luc, crée ton job, était le bienvenu ». Et j'ai créé mon job dans une fonction innovation, diversification, nouveau business model chez Decathlon et j'étais le bienvenu. Voilà. Merci Luc et bienvenue à nouveau sur ce plateau des Voilà. Franck, qui es-tu ? Bonjour à toutes et à tous, donc Franck Sprecher, beaucoup plus jeune que Luc, 50 ans et quelques. Ma raison d'être, c'est de contribuer à mettre en œuvre sur les territoires de nouvelles formes de gouvernance de l'énergie. Donc, c'est pour ça que je me lève tous les matins et que je mène des actions donc, pour accompagner les territoires, les entreprises, mais aussi tous les acteurs d'un territoire dans cette transition énergétique. La transition, c'est un changement d'état.
c'est abandonner un état précédent dans lequel on se sent relativement bien, mais pour lequel on a identifié des limites pour essayer de découvrir un état nouveau dans lequel on a conscience qu'on peut construire un monde meilleur, mais qu'on ne voit pas encore tout à fait. Et donc je suis directeur général aujourd'hui d'une société coopérative d'intérêt collectif, d'une SIC, qui s'appelle Estuaire Énergie, qui est là pour donc accompagner les entreprises dans cette transition. Pourquoi SIC ? Parce que c'est un nouveau modèle de gouvernance. Ces travaux sont issus d'expérimentations de longues années dans l'économie circulaire, puisque j'étais président d'une association qui déployait donc l'économie circulaire, l'écologie industrielle et territoriale dans le territoire des Hauts-de-France. Et puis des notions de RSE, puisque je porte cette belle notion au CJD, au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, qui est le plus haut mouvement patronal en France depuis plusieurs années. Et tout ça a nourri en fait cette évolution vers les nouveaux modèles et donc la création aujourd'hui de sociétés coopératives. Merci messieurs pour cette présentation. Alors on reviendra sur cette notion d'économie circulaire, économie de la fonctionnalité, parce que j'aimerais bien vous entendre sur cette différence. Mais avant tout, c'est quoi un nouveau modèle économique, Luc, pour toi? Ça veut dire quoi? De quoi parle-t-on? Mais si tu veux bien, Johan, je vais te l'illustrer à travers la prise de conscience que j'ai eue quelques mois après mon entrée chez Decathlon, qui m'est tombée sous la forme d'une révélation en fait. Révélation dans le sens où ça m'est tombé dessus en quelques secondes lors d'une réunion. Cette prise de conscience, c'est quoi? C'est qu'en entrant dans des modèles où on permettrait aux clients d'utiliser les produits plutôt que les acheter et devenir propriétaires, on peut potentiellement rentrer dans des modèles très vertueux pour toutes les parties prenantes. Les clients, les partenaires, les entreprises qui vendent des produits, Decathlon, Tipco, la planète. Pourquoi? Parce que dans ces modèles, au plus on conçoit, au plus on produit et au plus on met à disposition les produits les plus qualitatifs et les plus durables. Et ce que j'entends par durable, c'est vraiment la durée de vie des produits. Plus les produits seront qualitatifs et durables, plus on pourra les mettre à disposition sur des termes de plus en plus longs. Et donc potentiellement, la rentabilité par produit comparé à une vente pourrait augmenter. Et dans ce cas, ces gains de rentabilité, on pourrait les partager avec les clients en réduisant les prix ou en ajoutant du service et de l'expérience dans l'offre, mais aussi avec la chaîne en amont pour encourager à produire de plus en plus qualitatif et durable. En fait, l'énorme révélation, pour moi, l'énorme claque, c'est que dans les modèles usage versus propriété, potentiellement, plus les produits sont de qualité, plus les prix pourraient diminuer, mais cette fois-ci, en mettant une pression positive sur la chaîne en amont, au niveau écologique et au niveau social. Et je vais encore un petit peu insister sur ce point parce qu'on est pour moi là sur un potentiel shift à 180 degrés. Aujourd'hui, si on veut de la qualité, on la paye cher cette qualité. Et comme les entreprises veulent ou doivent faire des volumes, on met de la pression sur cette qualité qui met de la pression sur la chaîne en amont au niveau écologique et au niveau social. Et là, théoriquement, et l'équation dont je vous parlais vertueuse, théoriquement, elle est irréfutable, on serait sur un shift à 180 degrés, plus la qualité serait au rendez-vous, plus les coûts d'usage pourraient diminuer, et cette fois-ci en mettant une pression positive sur la chaîne en amont. Tu veux dire que dans le modèle économique, la notion de revenu est une conséquence de toute une chaîne qui est revisitée, c'est ça, au niveau du prix? Je veux surtout dire en fait que c'est ce que j'ai expliqué dans l'équation, comme les produits sont très durables, on va pouvoir les mettre à disposition sur des termes très longs, plus de rentabilité, partage de ces gains de rentabilité avec les clients, donc les coûts d'usage diminuent. Super. Franck? Je vais abonder dans ce qu'a dit Luc. En fait, il faut arrêter d'essayer de vendre des trucs à des gens qui ne peuvent plus les acheter. Parce que si on continue à faire ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on met la pression sur nos fournisseurs, on met la pression sur nos salariés, on met la pression sur la qualité. Et à un moment, on arrive à un blocage dans l'entreprise, on perd le sens. Et donc, le sujet, c'est de pouvoir voir comment je peux faire évoluer mon modèle économique, ma proposition de valeur, vers plutôt la vente d'une solution intégrée. Centré sur la performance d'usage de mon métier, plutôt que de vendre toujours plus de produits, toujours plus de services à des gens qui finalement ne peuvent plus y accéder. Moi, avant, je vendais mon père, mon arrière-grand-père, mon grand-père vendait des chaudières, vous voyez, une chaudière, voilà. Et donc, il y a des gens qui venaient pour dire, voilà, il faut m'installer une chaudière, il faut la mettre en place. Et il y avait une vraie expertise dans le choix du modèle, dans le choix de la façon de l'installer. Aujourd'hui, les gens viennent et disent, je veux celle-là moins chère. Donc mon expertise,
eh bien, c'est de dire vous donnez une bleue pour mettre dans le salon ou une rouge pour mettre à la cave, parce qu'on l'a trouvé sur Internet, on l'a dimensionné, voilà. Et donc, en fait, et si je veux garder mes collaborateurs, si je veux garder mon activité, je suis obligé de faire moins cher et puis d'installer, etc. Mais en fait, c'est pas ce que souhaite la personne qui vient là. La personne qui vient là, elle souhaite du confort. Et ça, il ne faut pas forcément une chaudière. Ou elle-même, elle souhaite avoir la meilleure santé dans le logement ou le local qu'elle occupe. Et pour ça, il n'y a peut-être pas qu'une chaudière à mettre en œuvre. Et en plus, la personne qui vient aujourd'hui, elle ne kiffe plus du tout d'être propriétaire de sa chaudière. Vous avez peut-être votre cas qui fait... Non, je ne pense pas. Voilà. Et donc, potentiellement, mon expertise revient à comment je vais pouvoir mettre en œuvre ce confort et peut-être associer différents types de matériel et les mettre à disposition, effectivement, de mon client. Et ça, c'est beaucoup plus dur pour lui d'aller voir sur Internet et de trouver ça. Mais je pourrais donner un autre exemple. Avant, je vendais des pompes. Voilà, et la boîte, elle porte mon nom, le nom de la famille. Et aujourd'hui, Dédé, qui est au dimensionnement, est appelé pour savoir quelle pompe il faut mettre, mais le client ne l'achète pas. Et quand je le rappelle, il dit « Ah, c'est super, hein, merci Dédé, mais je l'ai trouvé en Chine, moins cher. » Ah, c'est cool. Et donc, en fait, moi, je ne vends plus de pompe. Eh bien, aujourd'hui, je garantis le transfert d'un fluide d'un point A à un point B. Voilà mon modèle économique. Et donc, ma pompe est toujours là. Et comme ma pompe, elle porte le nom de la famille, elle est excellente, elle fonctionne très très bien, elle a une durée de vie très longue. Et donc, je peux m'engager sur la performance d'usage, vous avez compris, de ce produit que je vendais avant à l'unité. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je suis sur un modèle locatif, je le loue. Bien sûr, je maintiens cette pompe qui est connectée, génial. Et comme je peux savoir très en amont si elle peut défaillir ou pas, eh bien, il n'y a pas de rupture de service chez mon client. Il n'a pas besoin d'en avoir en stock, c'est moi qui l'ai, etc., etc., etc. Donc, je passe de la vente de chaudière à contribuer garantir le confort, voire contribuer à la santé dans un bâtiment. Je passe de la vente d'une pompe à la garantie du transfert d'un fluide d'un point A à un point B. Je passe de la vente de chaises roulantes, de déambulateurs, à permettre à des personnes ayant eu un accident de continuer à vivre dans les meilleures conditions chez elles. Voilà. Et quels sont les grands indicateurs, en fait, sur l'évolution du chemin vers un modèle économique? Parce que c'est un chemin. Un, c'est l'abandon du modèle volumique. Je ne facture plus d'heures, je ne facture plus d'unités de produits, je facture une unité de performance. Et ça, c'est encore un sujet, et donc c'est vraiment un chemin pour y arriver. Je n'ai plus de clients payeurs simples, j'ai des bénéficiaires de la solution. Je pourrais y revenir. C'est-à-dire que je peux avoir un client payeur, un département qui me subventionne, je peux avoir une association qui va me soutenir dans la compétence. Donc en fait, je passe de client unique payeur à bénéficiaire de ma solution. Parce que si souvent je suis peut-être un peu plus cher que les autres, c'est parce que ma solution, elle bénéficie à un écosystème. Alors, moi, ce qui m'intéresse, Franck, c'est merci pour ce détail. Ce qui m'intéresse, c'est comment et Luc aussi, comment vous avez cheminé vers ce nouveau modèle, vers ces modèles. Qu'est-ce qui a été est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que c'est un constat? Est-ce que vous avez fait des rencontres? Comment on chemine vers ces nouveaux modèles? Mais le début du chemin, c'est la révélation dont je parlais tout à l'heure, qui m'est, je le rappelle, tombée dessus en quelques secondes. Et fort de cette révélation, je me suis dit, mettons Decathlon en mouvement sur le modèle qui semble avoir le plus de potentiel d'impact. On va proposer une solution à nos clients qui leur permette d'envisager de ne plus rien devoir acheter. Un forfait mensuel, et vous avez accès à absolument tout le catalogue de Decathlon. Pour info, il y a 40 000 références. Vous pouvez imaginer qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont pris pour un dingue chez Decathlon, mais l'équation vertueuse dont je vous parlais tout à l'heure, théoriquement, elle est réfutable. Et elle est connue de toutes celles et ceux qui se sont intéressés de près ou de loin à l'économie d'usage, économie servicielle, économie de la fonctionnalité, économie circulaire. Par contre, ce qui est beaucoup moins évident, même pour celles et ceux qui se sont beaucoup intéressés à ces sujets, c'est de trouver des modèles qui ont réellement démontré ça. Aussi fort soit l'équation, théoriquement, aussi forte soit-elle. Et donc, chez Decathlon, il y avait une gouvernance qui donnait beaucoup de liberté aux équipes sur le terrain. J'ai pu mettre Decathlon en mouvement sur ce modèle, un forfait mensuel. Vous avez accès à tout le catalogue et je vais préciser un petit peu le modèle. On avait proposé 3 formules d'abonnement à nos clients. Il y avait un abonnement à 25 € par mois pour un plafond de 400, un abonnement à 500 pour un plafond de 1000, un abonnement à 95 pour un plafond de 2000, le plafond étant la valeur maximale des produits dont le client peut disposer au même moment chez lui.
j'éclaire encore un peu sur ça. Imaginez que vous avez souscrit à l'abonnement à 50 pour 1000. Vous avez pour 950 € de matériel chez vous, des vélos, des raquettes, des patins, que sais-je. Vous voulez faire du kayak ce week-end, le kayak coûte 200 €, 950 plus 200, vous allez dépasser votre plafond de 1000, vous ne pouvez pas. Vous devez rapporter du matériel pour prendre le kayak, mais vous pouvez rapporter le kayak le lendemain et changer de matériel tous les jours si vous le souhaitez. Okay, avec 2 obligations pour le client. La première, si un produit existe dans le stock d'occasion, donc a déjà été utilisé, c'est ce produit-là qu'il utilisera, on ne sort pas un produit neuf. Deuxième contrainte, on demande au client de prendre soin des produits, c'est-à-dire de les nettoyer, les entretenir. On l'y aide avec des tutoriels, par exemple, comment entretenir ou nettoyer votre sac de couchage. Et si le client ne le fait pas, on lui facture la prestation. Et comment la genèse de ce projet, donc ça, j'ai bien compris que tu l'avais porté, mais est-ce que c'était une demande observée par les clients ou c'est Decathlon, que tu incarnais, a poussé le concept? Alors, c'est Decathlon qui a poussé le concept, malgré sur un marché un peu frémissant. C'est de la location, en fait, finalement, ouais. Dans les grands mots. Il y a une demande locative pour du matériel saisonnier. Par contre, il n'y a jamais un client. D'ailleurs, j'ai illustré ça autrement. Quand j'ai souhaité mettre Decathlon en mouvement sur le modèle qui semblait avoir le plus de potentiel d'impact, une solution qui ouvre à tout le catalogue, en interne, il y a des gens qui sont venus, mais Luc, ne le faisons pas sur les sous-vêtements, ne le faisons pas sur les chaussettes, les gens ne vont pas introduire une demande par rapport à ça. Et l'idée, en fait, et le cadre qu'on est parvenu à préserver, c'est écoutez, offrons tout, et puis on va voir ce que les clients vont utiliser ou pas. Et éventuellement, dans le mouvement, on va commencer à affiner le catalogue ou pas. Donc plutôt par itération, par découverte du comportement client, quoi. Sortons de nos croyances personnelles, mettons cette solution sur le marché, voyons comment les clients réagissent et en fonction de leur réaction, on adaptera ou pas. Dans un mode très test and learn, effectivement. D'ailleurs, pour appuyer ça, il y avait vraiment une gouvernance chez Decathlon qui donnait beaucoup d'autonomie et de liberté. Je pense que s'il n'y avait pas cette gouvernance-là, ce projet n'aurait jamais vu le jour, en fait. Tout aurait été amputé de sa puissance très rapidement. Tu veux dire que c'est un des éléments clés, on le verra après pour les quelques conseils, l'organisation, l'entreprise le permet ou pas? J'en parlerai tout à l'heure, alors si tu proposes. Oui, je suis persuadé de ça. Et en fait, il y a évidemment que ce genre de projet soulève plein de comment on va faire au niveau digital, comment on va faire au niveau logistique, comment on va faire au niveau juridique, etc. Et en fait, le cadre qu'on avait préservé, c'était évidemment que toutes ces questions sont très pertinentes. Mais est-ce qu'on y est confronté aujourd'hui? Non. Je propose qu'on se mette en mouvement pour capter de la donnée, et c'est la donnée qu'on va capter dans le mouvement qui va éclairer les pas qui suivent. Et si on se mettait dans une salle de réunion pour essayer d'anticiper toutes les réponses aux centaines de questions que ce genre de projet soulève, on avance. On serait à l'arrêt, quoi. Est-ce que par rapport à ce que vous aviez imaginé, on va revenir après avec Franck sur la question initiale, mais par rapport à ce que vous aviez imaginé dans ce projet, est-ce que, je sais pas, vous vous êtes dit, tiens, c'est les vélos qui vont être les plus utilisés, en fait vous êtes complètement planté par rapport à votre... Ou au contraire, ça a confirmé, vous vous êtes dit, on était pile poil dedans. Mais il y a eu deux premières phases d'explo. Le type d'équipement utilisé entre la première et la deuxième ne sont pas du tout les mêmes. Donc tirer des conclusions sur quelles sont les typologies de produits qui seront les plus utilisés, on est incapable de le faire aujourd'hui. Sur 2 phases d'explo qui ont duré plus ou moins la même période, 10 mois, on voit des différences notables. Mais il y a eu des chaussettes, par exemple. On n'aurait jamais imaginé qu'une paire de chaussettes allait être utilisée dans ce modèle-là, puisque je vous rappelle, si un produit existe d'occasion, il faut l'utiliser d'occasion. Ça s'est fait quand même, voilà. D'accord, donc on est beaucoup plus ouvert qu'on l'imagine, c'est ça que tu... Plus surprenant peut-être qu'on l'imagine. Enfin, plus surprenant que nos croyances personnelles à chacun. Franck, comment on arrive à réfléchir autour d'unités de performance? Comment tu as cheminé? Quels ont été les déclencheurs? En fait, c'est en observant les limites du modèle économique actuel et de ce fameux caillou dans la chaussure, vous savez, cette petite chose qu'on a au quotidien, qui ne nous empêche pas de marcher, mais que l'on sent à chaque pas dans le relationnel avec nos clients, avec nos parties prenantes. On est avec un chef d'entreprise qui vend des machines à café, c'est toujours 25 centimes le café. 24 centimes le café, toujours dans la baisse des prix et dans la nécessité de mettre toujours plus de pression, encore une fois. Ça tient, mais ça va pas tenir longtemps. Ou alors aussi, je fabrique des enveloppes et je suis exceptionnel dans ma RSE. C'est-à-dire, j'ai une station d'épuration naturelle à la sortie de mon usine. Je bois les encres que j'utilise, qui me donnent quelques problèmes intestinaux, mais devant TF1, je le fais à chaque fois. Voilà. Mais plus personne ne veut d'enveloppe. Donc ma proposition de valeur, à ce moment-là, tombe. C'est le syndrome Kodak.
Kodak, le premier à avoir inventé l'appareil photo numérique en 1974, un ingénieur se présente et dit c'est ça qu'il faut faire. Le board dit mais nous, notre raison d'être, c'est d'imprimer des photos. Dégage et ne reviens plus ici. Kodak a disparu. Voilà. Donc ce sont en fait ces limites sur notre proposition de valeur, toujours être en connexion avec la façon dont cette proposition de valeur est reçue et comment je peux donc réagir, faire en sorte que ce caillou ne devienne pas un rocher, de manière à pouvoir toujours créer de la valeur, toujours développer mon entreprise, mais en ayant conscience des limites de ma proposition de valeur et de la RSE aussi. Parce que la RSE, ça a ses limites. Encore une fois, on peut être du top en RSE, mais si votre produit ou votre service n'est pas reçu en tant que proposition de valeur par vos clients parce que ça ne tient plus, eh bien, malheureusement, vous allez devoir licencier et vous allez devoir fermer. Et donc, le chemin, et c'est intéressant, parce que le chemin est aussi important que le but, enfin même plus, dans ces nouveaux modèles. Et donc, il faut y aller. Parce que si on commence avec la posture classique, la posture causale, il me faut tous les moyens, tous les financements, résoudre tous les problèmes digitaux, etc. La conclusion du board, c'est non, mais on arrête là, c'est terminé, c'est pas la peine. Et Franck, cette proposition de valeur que tu partages, est-ce qu'elle change dans son approche quand on réfléchit à un modèle économique de la fonctionnalité ou circuitaire? D'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre sur la différence ou pas que l'on a dans ce verbatim, mais est-ce qu'elle change cette proposition de valeur? Est-ce que l'angle de la réflexion change ou est-ce qu'on dit non, la proposition de valeur elle est la même, c'est la façon dont on va se présenter au marché qui change? Enfin, en tout cas, non, la proposition de valeur évolue vraiment. Avant, je vendais des pompes, donc je facture des pompes. Voilà. Aujourd'hui, je garantis le transfert d'un fluide d'un point A à un point B. Donc aujourd'hui, je facture des mètres cubes de fluide en quantité et qualité. Avant, je vendais des chaudières. Aujourd'hui, je facture de la température, de l'hygrométrie avec une disponibilité. Avant, je vendais des machines à café. Aujourd'hui, je facture des unités de plaisir dans l'entreprise. Avant, je facturais des appels aux médecins à l'unité. Aujourd'hui, je facture l'organisation de la santé à différents clients payeurs qui vont de l'assureur, du médecin, mais aussi de la collectivité. Et avant, c'était 20 centimes d'euros l'appel. Aujourd'hui, l'appel m'est rémunéré 1 euro. Et d'où vient la différence? De l'assureur, mais je pourrais y revenir. Et parce que, en fait, la solution que j'apporte à l'assureur qui assure le médecin, on n'est plus du tout dans les gains que je lui fais faire sur cette notion de quelques centimes d'euros l'appel. Avant, 20 centimes d'euros l'appel, il avait un turnover mais de 30%, insupportable toute la journée. Se faire agresser par des patients qui veulent des soins, bourrer un planning de médecin qui ne peut plus les prendre et qui agresse aussi. Et donc, il résilie le contrat, enfin un truc de dingue. Aujourd'hui, l'appel globalement est rémunéré 1 euro. Donc, bon, ça demande du travail, bien évidemment, et on n'y va pas comme ça. Mais oui, donc on revisite vraiment cette proposition de valeur et on va regarder la performance d'usage. Et en fait, c'est ça qu'on va essayer de contractualiser. C'est, OK, mon produit et mon service qui doivent être excellents. Si vous ne faites pas bien le boulot aujourd'hui, c'est pas la peine de changer de modèle. Commençons par faire bien le travail de base. Et ensuite, eh bien, effectivement, on va aller s'intéresser à la performance d'usage de mon produit ou de mon service chez mes clients et sur mon territoire. Parce que dans les nouveaux modèles, la performance territoriale est aussi fondamentale. Le développement de mon entreprise passe par le développement de mon territoire, qui peut être le monde. Je parle d'un territoire de projet, qui peut être le monde si vous intervenez dans le monde entier. Et donc cette performance territoriale, elle est fondamentale. Donc c'est sortir du volume, s'intéresser à la performance d'usage de mon produit ou de mon service et intégrer la performance territoriale, le retour au territoire dans vraiment mes indicateurs et ma stratégie.